bien comprendre mon histoire, il faut savoir que mon père était français. Il était dans la marine. Quand la France est tombée en 1940, il s'est enfui en Angleterre pour rejoindre De Gaulle. Puis c'était le marin, son bateau avec ses trucs. Ils ont envoyé à Liverpool. Et donc, il faisait partie des escadrons qui patrouillaient l'Atlantique du Nord, protéger des vaisseaux qui venaient avec les armements américains pour l'Angleterre contre les U-boats. C'était son boulot. Il a fait ça pendant quelques années, de 40 à 45. Mais ce qui compte, c'est qu'il fallait aller à Madagascar pour prendre l'île des Vichy. Donc, le flotte anglaise allait là-bas avec les Français, et après, au Cap, ils ont dit aux Français, ça c'est votre problème, à vous de régler le problème. Mais officiellement, historiquement, c'était une escapade anglaise. Donc, mon père faisait partie des groupes français. Ils ont piqué à Madagascar, c'était le tour de contrôle avec la radio. Et donc, c'était réglé. Donc, ils ont fait escale au Cap, forcément. Et là, mon père a rencontré ma mère. Ça, c'était gentil, mais pas beaucoup plus. Après, il fallait qu'il revienne en Atlantique du Nord, ce qu'il a fait, et pour dire la guerre. Mais quand la guerre était finie en 1945, il pensait toujours à cette femme qu'il a rencontrée en Afrique du Sud. Et il a pu réussir à faire contact avec les militaires, puisqu'il était un bon militaire. Et donc, on a posé la question de la femme, est-ce qu'elle... Donc, il est retourné au Cap aux frais de l'armée française. Ils sont mariés au Cap. Mais cette femme, c'était une Sud-Africaine d'origine hollandaise, donc elle parlait néerlands ou afrikaans, comme on dit là-bas, et anglais, parce que c'était obligatoire. Et mon père, il parlait français et anglais. Donc, ils parlaient que l'anglais tous les deux. Ce qui fait qu'après le mariage au Cap, ils sont revenus en France. Et là, je naquis. Mais la vie en France n'était pas si gaie que ça. Et puisque moi, c'était après, ma mère, je pensais elle a insisté, la vie en France n'était pas si gaie que ça dans les années, fin des années 1940. Donc ils sont revenus en Afrique du Sud pour y habiter. Donc au Cap. Donc moi, à 3 ans, je me trouvais au Cap, dans une grande maison avec des serviteurs, forcément des Noirs, mais pour moi tout était normal. C'était la belle vie. Et après, on est allé au Johannesburg parce que mon père était un ingénieur de grand boulot au Johannesburg. Tout le monde allait au Johannesburg presque, début des années 1950. Et donc, j'ai grandi là-bas. Mais on habitait une banlieue anglophone. J'ai fréquenté des écoles anglaises parce que la maison, on parlait que anglais. Mais c'est dans les écoles anglaises que j'ai appris l'africain et le français. Parce que dans l'Empire britannique, on enseignait le français, la langue de l'élite. À l'époque, c'était un Anglais bien éduqué, parlait aussi le français. C'est pas une blague, c'est la chute de l'Empire britannique fut un coup rude pour la langue française. Ça, c'est pas une plaisanterie. Donc, voilà qui explique ça. Et puis j'étais fort en maths. euh, j'ai commencé avec IBM, c'était bien. Après, bon, on commençait avec ça. Après, c'était Tandem Computer San Francisco, bien après. Eux, ils m'ont même envoyé au Canada. À l'époque, quand l'informatique explosait bien, puisque j'étais fort dans ce petit domaine, c'était bien pour moi. Toujours du bon boulot, travailler avec les Américains, toujours bien payé, et toujours en Afrique du Sud, ils payaient en Afrique du Sud. Sauf quand je suis venu, ça sur l'histoire plus tard en France. Mais donc, c'était la belle vie. Et pendant cette belle vie, j'avais du fait que j'ai beaucoup voyagé aussi. À 19 ans, je suis allé en Angleterre. J'ai vécu à Londres. C'était sympa. J'ai travaillé là-bas euh, seulement pour payer mes trucs. Donc, j'étais comme un garçon de café. Donc, je faisais la vaisselle, j'allais livrer des clients dans des grandes, disons, Olympia, c'était là des grandes, comme on dit, des expositions, des grands trucs comme ça. C'était vachement sympa. Et les Anglais, ils étaient assez durs, déjà avec les étrangers, mais j'étais bien blanc. L'anglais était une langue de base. Donc, c'est pas des conneries ce que je dis. J'ai toujours été du bon côté, quoi. Et je suis rentré en Afrique du Sud après, j'avais 20 ans. Et là, après mon vécu en Angleterre, où on me traitait de raciste, avant, ça, je ne pensais pas. Tout était normal. Quand tu es petit et tout le monde joue le jeu, tout est normal. Donc, j'avais des serviteurs forcément noirs. J'étais maître. Et là, j'étais choqué, par exemple.
dans les aéroports de Londres au début de voir des femmes blanches balayer le. Ça, c'est un boulot de femme blanche. C'était. Mais après, j'ai reconnu que oui, il y a quelque chose qui clochait. Et donc, j'ai travaillé pour une grande société anglaise à l'époque. Avec les Américains, ils ont fait venir IBM, donc, puisque j'étais fort en maths. Et là, j'ai découvert des choses. Et donc, j'ai décidé de voir plus loin. La philosophie était limitée. J'ai reconnu que politiquement, c'était incorrect, mais j'avais trouvé le tout mysticisme, on va pas appeler ça comme ça. Donc, pour faire ça, puis j'avais du fric, je suis allé d'abord en Israël, sympa, j'étais sur une kibbutz en tant que volontaire. Je lui disais des choses gentiment comme ça. On me demandait comment tu trouves ce pays. Il dit, oh, mais c'est comme l'Afrique du Sud. Je dis, comment ça? Je dis, mais en Afrique du Sud, il y a des blancs et des noirs. Et ici, il y a des arabes et des juifs. Moi, j'étais chez les Blancs, je suis chez les Juifs. Bon, ça fait rire certains. Il vient un gars qui me dit, attends, tu arrêtes ce genre de trucs. Mais c'est le point de la plaisanterie. Ensuite, je suis allé en Grèce avec les hippies. J'étais sur l'île de Crète, la police. Et puis, j'avais un passeport français grâce à mon père, j'étais toujours français. On m'a simplement dit de me comporter, après je suis parti. Donc, on m'a laissé tranquille. Et là, donc, je suis passé par. Ça, c'était quelque chose. À Téhéran, mais le Shah était au pouvoir. Et moi, j'avais des cheveux longs et blonds. Et bah, j'étais hippie comme quand j'allais dans les ambassades américaines, comme ça, dans les pays. Personne me posait des questions. Tu veux quoi faire? Bah, ils m'ont pris pour un Américain. J'étais typiquement un Américain hippie. Ça passait bien. Mais j'ai vu qu'en Téhéran, ça n'allait pas. Dans la rue, les mecs, les hommes crachaient par terre, comme dans certains endroits. Des femmes traversaient la rue pour ne pas me croiser. J'étais vraiment un occidental, tout blond, le déchet Mais quand je suis arrivé en Inde, parce qu'après j'arrive en Inde, c'était magique. Les Indiens, j'étais rien de particulier, ils s'en foutaient. Et quand je suis arrivé dans le nord de l'Inde, j'ai pris le train, c'était quelque chose. Et là, où je voulais aller, c'était un ashram, on va appeler ça comme ça. Et ça a choqué certaines personnes qui étaient là, surtout des Occidentaux, qui étaient bien comme il faut. Moi, j'étais des hippies. Qu'est-ce que tu fous là? Mais le gars qui gérait ça pour le truc, il était sympa avec moi. Et quand le maître était là, il dit, comme tout le monde, tu as droit à une visite avec le maître. C'était sympa comme tout le monde. Et finalement, il y a certains gens qui disent, ouais, il va te faire couper tes cheveux, et finalement, mon premier entretien avec le maître, c'était très sympa. Et quand je sortais de cet entretien, à l'époque, c'était possible. Il y avait des Sud-Africains blancs, bien dit, ah oui, donc tu dois couper les cheveux. J'ai éclaté de rire. On n'a jamais parlé de ça. Là, j'ai compris. Puis, dans ma tête, je ne pensais pas que c'était important, les cheveux. Le maître mystique, il a fait, non, foutre de tout ça non plus. Et s'il avait dit ça à d'autres hippies qui étaient là, c'était pour dire, donc, votre problème, c'est que vous êtes attaché à votre côté physique. Donc ça, je me suis bien entendu avec lui. Ce que j'aimais avec lui, il m'a jamais donné tort. Bon, il ne peut pas me donner raison, moi, j'avais tout ce que. Mais ce qu'il m'a dit, il m'a posé des questions, ce que j'ai fait, j'ai reconnu, j'ai pris de la drogue, mais je n'étais pas un drogué. Au lieu de me donner tort, il m'a dit, maintenant, tu dois vivre autrement. Tu n'as pas à changer le monde. Il y a qu'une seule chose à changer dans ce monde pour toi, c'est toi-même. Et donc, après, j'ai compris, si tu te changes toi-même correctement, tout naturellement, tu vas changer le monde dans le sens positif pour les autres aussi. Et c'était ça, ça m'a vraiment marqué. Donc, je suis rentré en Afrique du Sud après, et je suis devenu un petit sérieux, et tout ça. Et là, plus j'étais fort en maths avec les Américains, j'avais des bons boulots, donc en informatique. Donc ça, j'ai dit, c'est phase 1 de ma vie. Phase 2, j'ai rencontré une Française, comme je dis, elles sont redoutables. Et, et donc, je dis ça comme ça, c'est comme si elle m'avait dit, après quelques mois, si tu m'aimes, tu me suis. J'ai dit, elle me parlait comme le Christ, c'est-à-dire à rentrer en France, c'était là pendant un an. Il n'est pas question pour elle elle est partie en Afrique du Sud, pour voir ce pays complètement différent du reste du monde, où le racisme était inscrit dans la loi. Et j'ai respecté ça. Je dis finalement, vous les Blancs, vous n'êtes pas si méchants comme ça. C'est un système. Il y a des gens méchants dans tous les pays.
Et puisque les Noirs jouaient leur rôle, pas de problème, ils étaient mes serviteurs des Blancs. Donc je suis rentré avec elle en France, et ça c'était, on s'est mariés en France, on a fait un enfant, et c'était bien. Et puisque j'étais français, j'ai même fait une année de militaire, c'était rigolo, mais donc je suis bien français. Je suis né en France, j'ai fait mon service militaire, mon père a fait la guerre pour la France, il a été accepté par les Britanniques parce qu'il a combattu avec eux, donc lui en Afrique du Sud, il a beau être français, il était chez lui, ils ont dit là, monsieur, c'est bon, vous êtes chez vous. Ma vie était toujours bon. Et, et donc voilà, j'avais une belle vie de mari. Mais ce qui s'est passé après 10 ans de mariage, c'est là où j'ai vécu des trucs sympas avec les Américains. Là, j'étais même allé vivre en Suède pendant 1 an et demi avec mon épouse. Elle en avait marre. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. On te payait bien, on t'envoyait partout dans le monde. C'était vraiment la belle vie. Mais pour les femmes, c'était un peu ennuyant d'être à la maison. Donc, on a eu un divorce. Elle m'a appelé 10 ans quand je suis revenu de la rentrée. Elle a quitté la Suède après 1 an. C'était un contrat pour 1 an. Il faut connaître les Américains. Ils te disent, tu dois rester ici. Sinon, tu as beau être fort en mathématiques, dans maths et tout ça, mais tu dois être obéissant. C'est comme l'armée. Donc, je suis resté le temps qu'on trouve mon remplaçant, encore 6 mois. Et donc, après, on est divorcé gentiment. Et là, je suis retourné dans le truc indien et j'ai recontacté le maître que j'avais connu 13 ans avant. Il dit, je voudrais maintenant vraiment mettre en pratique. J'avais demandé avant, il dit, mais il faut être végétarien, tu vois, et tout. Donc, il a répondu, pratiquer cette voie, c'est très simple, mais facile. D'abord, tu es lacto-végétarien, régime indien, hindi végétarien, comme on dit. Pas d'alcool. Toi, c'est vraiment ça. Tu ne fumes pas. La drogue, j'ai arrêté. J'ai dit non. Ben, je n'étais pas drogué, mais c'est vrai, hein, on avait longtemps. Et si tu acceptes, la pratique, c'est très simple. Il n'y a rien de plus simple. Un enfant de 7 ans peut le faire comme un homme de 77 ans. C'est que de la méditation, seul dans ton truc. Tu as le mantra, tu penses qu'à ça. Tu mènes ta vie, tu assumes tes responsabilités, tu ne profites de rien. Dans le doute, tu donnes plus que tu ne prends. Parce que c'est dans ton intérêt. Donc, et donc, ça marchait comme ça. Et après, un certain temps, 2 ans, j'ai dit, maintenant, je crois que j'ai compris quelque chose. Et des gens qui pratiquaient cette voie avec le même maître, Jean-Jean, c'était sympa. Mais pour moi, ils avaient changé ça en religion. On est tous différents. Et donc, moi, j'ai insisté sur, mais non, ce que j'avais appris, l'extérieur, c'est la religion. Intérieurement, c'est la spiritualité, si je peux faire la différence. Et beaucoup de gens mélangeaient les deux. Donc, j'ai, j'ai voulu décrire tout ça de manière technique. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais du fric grâce à mon boulot, j'ai toujours bonne chance. J'ai pris une année sympathique et j'ai étudié la France du Moyen Âge, du XIVe siècle. J'ai passé presque 8 mois à faire que ça. Dans les universités, je fréquentais, dans les bibliothèques avec des gens. Et ensuite que j'ai bien assimilé ça, j'ai inventé une histoire d'un chevalier qui était un cerf qui devient chevalier. Et donc, mais derrière, c'était l'histoire d'une voie mystique, on peut dire. Donc, au lieu d'un occidental qui va en Inde, qui va mettre, qui apprend, non, non. Donc, je fais ça comme, je dirais, récemment, j'ai vu ça, qu'avait fait un Canadien, peut-être tu connais l'histoire, Cameron, Avatar. Avatar, j'ai reconnu le mot, c'est un mot sanskrit, ça veut dire un, un être humain, un âme qui s'incarne sur être humain pour les expériences. Et tout ce qu'il a décrit, ça correspondait parfaitement à ce que j'avais pris en Inde. Mais il était très intelligent. Il a fait ça comme des gens qui allaient dans d'autres planètes. Et je savais il n'était pas américain parce qu'il n'y a pas de drapeau américain dans le film. Ils ont toujours ça. Et ensuite, c'est des Indiens. Donc, c'était les Européens qui viennent au Canada. Il inverse les rôles et c'est finalement des Indiens qui étaient gentils. Mais c'était ça. Et donc, le truc, on le met dans
tout passer là-dedans. Mais c'est de la méditation. Quand tu fais de la méditation, tu quittes le corps physique, tu te trouves dans d'autres mondes. Mais là, mais ça, on a dit, c'était ça. Ça correspondait pas. Moi, j'avais déjà écrit mon roman. C'était exactement ça que j'avais fait des années avant. C'est le Chevalier à la fleur que j'ai écrit en 1986. J'avais d'abord étudié la France et à la Sorbonne, il y avait des spécialistes qui ont lu mon roman et qui ont reconnu que sur le plan technique, j'ai bien décrit la France du XIVe siècle. C'était bien ça de chevalerie. Par exemple, quand on a fait des BD là-dessus, j'ai insisté pour le peuple éditeur. Attention, tous les repas, il n'y a pas de tomates. Oui, parce qu'en France, il n'y avait pas de tomates au XIVe siècle. Les tomates, les pommes de terre et les dattes, c'était quelque chose qui est venu des Amériques au XVe siècle, au 16, après 1400. Comme en Amérique, il n'y avait pas de chevaux, il n'y avait pas de pommes. Et ouais, et donc, je faisais à ce point-là même, j'ai respecté, et en plus, j'avais étudié les règles de la chevalerie, et j'ai inventé une histoire d'un cerf qui voulait devenir chevalier. Et sa propre famille se moque de lui, dit, mais on est cerf, on peut pas devenir chevalier, c'est de la folie. De toute façon, quand c'est la guerre, c'est eux qui vont. Quand c'est pas mal, la guerre, quand c'est pas bien, on est en briquet, mais on est des soldats de pied. Mais c'est les chevaliers qui risquent leur vie. C'est eux qui. Et donc, ce cerf voulait devenir chevalier. Et donc, dans ce roman, Chevalier à la fleur, le premier chapitre, j'ai décrit ça, comment ce gamin de 8 ans, il rêve de ça. Parce que il a vu ça quand il avait 8 ans, il est allé avec son père pour la grande fête, pour vendre le produit comme ça, il fallait payer. J'ai trouvé tous les termes français, j'ai fait ça en français. Bon, et payer le sens, tout ça. Et après, ils avaient droit d'assister à des grands combats entre chevaliers. C'était le spectacle. Tu admirais. En plus, le châtain n'était pas bête. Il disait aux paysans, mais les gars, hein, ça c'est les hommes de main. Donc, vous faites attention. Et, et donc, le gamin rentre à la maison avec son père. Il était enthousiasmé. Il dit, il veut être chevalier. Soit parfait, on m'a dit pas poliment. Et il était gentil garçon. Et donc l'histoire j'ai créé, c'était ça. Donc j'ai décrit la chevalerie. Et ce qui était dans mon histoire qui est important, quand il est là, avant que tous les trucs commencent, les grandes cérémonies, il va voir comme ça, il va passer au, au niveau plus élevé du château. Mais il y a des soldats qui lui abordent la route. Non, non, il n'y a que des chevaliers. Et ça, c'était pour l'histoire. Et donc, le chevalier arrive, ce grand tout en vert et en jaune. C'était très beau, très belle couleur. Je suis de l'Afrique du Sud, le rugby, c'était, le Springbok, c'était. Et il y a des gens qui ont su ça, dit, mais tout ce que tu dis a toujours un double sens. Mais il faut te cultiver pour savoir. Et donc, ça a eu un succès sur le monde éditeur, parce que les gens cultivaient, ils faisaient des liaisons, ils pouvaient voir ça. Donc, ce chevalier sur son cheval qui arrive, et il les garde. C'est quatre pour lui. Et lui, il bloque le cheval. Je lui ai dit au gamin, vous m'empêchez de monter. Il dit le gamin, c'est les gars, il dit. Et là, le cheval dit, prends les rênes de mon cheval, amène-moi là-bas. Donc les gars rigolent. Et comme ça, il passe avec le congé. Oh, non. Puis il était à peine entré, le cheval disparaît. Oui, mais avec les gens, ils voient qu'est-ce qui se passe. Ils voient les cérémonies des choses, les gens qui deviennent des chevaliers, tu vois. C'était des adoubements. Et j'ai décrit tout ça, vu d'un gamin, mais c'était vraiment les règles. C'était passé vraiment comme ça. Et ils voient qu'il y a un chevalier qui est très arrogant, mais il est très fort, il est le plus fort. Et donc, quand ils reviennent plus bas, parce qu'il fallait revenir pour assister au combat entre les chevaliers sur les chevaux, tout ça. Il déteste ce chevalier qui voit, mais finalement, c'est lui qui gagne tout. Et il a décidé, il n'aime pas ce chevalier, il aime beaucoup le chevalier, il dit vert et jaune, c'est des couleurs. Il déteste l'autre qui est nouvellement chevalier et rentre à la maison. Et là, il est déçu comme tout quand sa famille lui dit, mais sois pas bon, ne sois pas idiot, ne parlez pas comme ça. Ça c'est un autre monde, c'est pas là.
Et donc, quelques années plus tard, bon, il accepte son lot, il va dans chercher du bois pour le feu. Il faut qu'il rentre, mais c'est un peu tard. Et là, il y a un temps de cheval qui arrive à toute vitesse. Et là, il voit, c'est un cheval avec, c'est un marchand dessus. Le cheval le voit, c'est aigné. Donc, le pauvre chevalier, il tombe du cheval et il roule un peu dans un fossé. Et tout de suite après, il comprend le pourquoi. C'est c'est des loups qui le suivent. Donc, puisqu'ils avaient des branches il a pu jouer avec ces branches comme, comment on dit, comme bouclier. Et de ce fait, il parvient à se protéger des loups qui s'acharnent sur lui et avec sa hache qu'il avait, bon, il a réussi à les loups. C'est jouable, hein, mais c'est, il faut l'action. Et là, après, il reçoit le marchand. Le marchand était bref, lui dit, jeune homme, tu m'as sauvé la vie. Je ne l'oublierai pas. Et donc, ils essayent de rentrer, mais c'est trop tard. Et là arrive son propre père avec avec des villageois armés, et il récupère ces gens, il ramène le marchand chez lui la nuit. Et donc, le marchand dit merci beaucoup. Et donc, dans leur hutte, le marchand, il dort comme tout le monde, hein. Le fils à côté, et ses parents, ils fils uniques, ils sont endormis. Et là, le chevalier, et là, le gars, le marchand lui dit, je n'oublierai pas, je vais te donner de l'argent. Ce n'est pas seulement parce que j'ai tout perdu, mais j'ai le châtelain à côté, tu viens là-bas et tu seras récompensé. Et là, le gars m'a dit, mais je m'en fous de l'argent. Mais le marchand, il comprend pas très bien. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux alors? Il dit, je veux être chevalier. Le marchand ne se moque pas de lui. Il dit, écoute, si c'est ça que tu veux, je vais parler de toi au châtelain. Tu as fait preuve de courage, mais c'est pas moi qui peux faire ça, c'est au châtelain qui. Donc, le lendemain matin, il part en courant vers le châtelain pour dire qu'il y a le gars chez lui, le marchand. Donc, lui, c'est un cheval, c'est la première fois avec un soldat, ils arrivent tous les deux chez lui. Ah, son père, il se mettait fier de voir le fils sur un cheval avec un soldat de là. Et donc, le marchand dit, il prend le cheval du fils et il repart au château. Et c'est son père lui dit, ah, moi, tu vois, c'était gentil, le marchand, il a parlé bien de toi, et donc, il dit qu'il veut revenir. Et qu'est-ce qui se passe? Le marchand revient pour rentrer. Il dit, tu viens avec moi, bien sûr. Tu vas m'escorter et je vais t'amener chez un châtelain qui n'est pas comme tout le monde. Parce que j'ai parlé de toi ici, mais ce n'est pas possible. Il n'explique pas tout détaillement, mais on comprend très bien. On n'adoue pas des cerfs, ça va provoquer toute une confusion il faut que chacun reste à sa place. La France était comme ça. Tu es né serf, tu meurs serf. Tu vois, chacun est né dans son rôle, il garde son rôle. Et dit, et donc il arrive avec ce marquant chez cet autre seigneur qui est en dehors des voies communes, qui n'a pas il n'a pas tout ça. On dirait, un gentil monsieur, mais il n'était pas là. Donc il reste là-bas, je ne vais pas te raconter l'histoire, mais finalement, parce qu'il y a des choses qui se passent, ce maître, il lui dit d'accord, je vais, tu as fait ça, je vais t'accorder, tu peux être mon chevalier. Mais pour être mon chevalier, tu n'as pas besoin de tout ça. Il faut que tu assumes ta vie, tu dois t'occuper de tes parents. Et quand c'est fait, je viendrai te chercher. Donc le gamin, il rentre chez lui, rien ne se passe. Et là, il est triste comme tout parce que rien ne se passe. Donc, mais là, j'ai pris l'époque, j'ai fait attention. Il y avait le grand problème de santé, comment la peste. Et donc la peste se rabat dessus. Et lui, il finit par aider les autres gens, surtout les menées. Parce qu'il y a d'abord des chevaliers qui viennent chez les châtelains pour dire aux paysans, aux serfs, vous ne revenez plus au château jusqu'à nouvel ordre. Et donc c'est très mauvais signe ça. Et donc les gens meurent. Donc lui,
il est toujours en bonne santé, comme ses parents. Donc, il passe son temps surtout à, disons, mettre des gens dans le tombe. On parle de la tombe, parce qu'à l'époque, c'était pas policière. Creuser un trou, il faut les verre dedans. Donc, c'était son rôle. Mais les choses se passent de telle manière que quand on arrive, on va dire, près, ça a l'air de se terminer gentiment, qu'est-ce qui se passe? Là, sa, sa mère tombe malade, donc il faut qu'il, avec son père, il faut qu'ils enterrent sa mère. Il est très triste, il comprenait plus rien. Et après, son père meurt, donc il faut chercher quelqu'un. Et la vie, c'est fini. Et après, il dit, ah oui, mais ce maître, euh, ce- là de l'autre côté, ce châtelain, il m'a dit, il a dit, tu sauras quand je viendrai te chercher. Mais c'était un jeu de mots. Il dit, mais tu n'as pas besoin de me chercher. J'ai tout perdu, c'est tout le monde est mort. En disant, c'est. Et il y avait le cheval qu'il avait, qui était toujours en bonne santé. Donc, sans dire à personne, il monte le cheval et il reprend le chemin qu'il avait fait avant. Je n'ai pas dit les aventures qu'il a vécues avec le marchand, parce qu'il ne faut pas tout gâcher du livre, mais en gros, c'est ça. Donc, il arrive à retourner chez ce seigneur pour dire, vous m'avez dit, je saurai quand vous venez. D'accord, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et là, le maître lui explique, maintenant que tu es libre de tout ton. Je parle pas du karma, du destin, je parle seulement de tes besoins, tes devoirs d'honorer tes parents. Tu es vraiment libre. Donc maintenant, tu peux suivre mon chemin. Et là, il indique un chemin. Donc, il devient chevalier. Oh là, ça, c'est des histoires, mais ça tient. Il retourne vers le gué enchanté pour aller de l'autre côté. Le gué enchanté, finalement, c'est la méditation. Dans le truc Avatar, le gars, il se met dans une bulle et donc là, c'était le gué enchanté. Tu dois traverser, que personne n'y va, parce que c'est beaucoup trop dangereux, c'est de la folie. Parce qu'on y va, on ne revient pas dans ce monde. Et donc, mais pour y aller, il faut qu'il retourne par ce château où il était avant, et là, il se retrouve ce chevalier qu'il n'aimait pas, et qui n'aimait pas, et lui était chevalier, il osait faire, je ne peux pas tout rencontrer, mais c'est une belle histoire. Il se trouve, il faut qu'il affronte comme chevalier, parce que personne ne sait qui il était avant. Mais bien sûr, il n'a aucune chance contre le chevalier. Donc, il est enrobé de là, avec l'histoire de filles du châtelain qui tombe amoureuse. Oh, c'est des. Non, on ne va pas raconter l'histoire, il faut lire les. Ah, ça fait déjà 29 minutes. Comment? 29 minutes déjà. C'est trop. Ça fait beaucoup. D'accord. Donc, je vais faire vite. Donc, finalement, il est obligé de faire la guerre avec ce chevalier qui est là-bas. Et après, c'est des histoires de chevalerie qui étaient. C'est ça qui a beaucoup marché. Et ensuite, il traverse le bon. Donc, je ne dis pas plus. Mais qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté? Donc, voilà, j'ai écrit ce roman pour ça. J'ai fait attention. C'était. Non, ça c'était la suite. Mais c'était surtout ça, le chevalier à la fleur. Et puis ça marchait. À la Sorbonne, ils ont aimé, mais ils n'ont pas pu le mettre là parce qu'ils disent c'est de la fiction. Mais ils ont regardé, ils ont reconnu, ils ont fait la remarque officiellement, oui, ce roman, on va le conseiller aux gens. Si vous voulez apprendre la France au XIVe siècle, chevalerie, c'est une belle histoire et les descriptions sont vraiment ça. C'était vraiment ça. À part cette histoire particulière. Donc on peut le comparer, on m'a dit, comme Gone with the Wind, autant emporte le vent. Mary Shelley, elle avait inventé l'histoire, mais c'était vraiment ça pour donc c'était la même chose, mais là c'était. Et donc, puisque ça marchait, c'était bien. J'ai rencontré donc une copine, on va dire une copine qui, à Paris, j'ai gardé ça sous la main comme ça. Je ne voulais pas donner ça à n'importe qui. Parce que si tu vas tout seul, on dit, ah oui, c'est donc, tu signes, et pour piquer ton industrie. Et j'étais persuadé, parce que je manque de modestie certainement, que c'était bon, on m'a me de piquer. Et finalement, j'avais raison, ça a pris des années. Et quand j'étais avec cette femme, j'ai rentré à Paris, travaillé pour la Banque de France, elle avait dans des trucs très bien, même dans des journaux. C'était son rôle, elle était mignonne, elle était jeune. Ça aide, hein, même. Et elle était Paris Match en grande couverture une fois. Ah oui, ça, mais je parlais. Oui. Et donc, pour elle, quand elle m'a rencontré avec d'autres personnes, j'avais le bon accent, je viens de l'Afrique du Sud.
Elle m'a dit, j'accepte l'invitation. Oui, tu m'amènes avec toi en Afrique du Sud? Je lui dis, ben oui, on plaisante pas. Tu parles à la sauce, on y va. Et finalement, on a été d'accord. On allait à Johannesburg avec ma famille. Je faisais ça à l'époque. J'étais assez jeune, hein, assez beau, donc j'avais des jolies filles. Quand je suis dans la savane, je voulais pas être tout seul. Je préfère être avec une jolie femme. Et donc, elle était vraiment très belle. Mais elle était très, très positive. Donc, on dit, on va dans le monde, dans le nord du Botswana. On va, c'est la grande. Et c'est bon, mais. Et donc, comme ça, on a passé une semaine là-bas pour commencer. Puisqu'elle était gentille avec moi. C'est-à-dire, quand on n'a pas trouvé d'hôtel la première nuit, eh bien, on est dans le Kalahari, c'est du ça, on creuse comme ça, tu couches comme ça. On te dit, je manque un peu de poésie, hein. Elle ne s'est pas plainte, elle a fait. Mais elle était intelligente, parce qu'après, quand elle voulait aller à côté, ben, je voulais pas aller à Zimbabwe à cause de mon accent anglais, il y avait les chutes Victoria à moins de 100 kilomètres. Moi, j'ai vu tout ça, donc pour moi, c'est. On voulait voir ça. Et comme dit, s'il te plaît, tu me mènes là-bas. Donc, c'est là où j'ai dit, d'accord, mais là-bas, on se parle en français. Toi, tu parles anglais, parce que quand je parle anglais, ils vont me demander si je suis australien-américain. Ils savent d'où je viens. Et ils détestent les Sud-Africains, forcément. Ils m'avaient fait des trucs avec Magubé, tout ça. Tu connais l'histoire, bon, il faut connaître quand ils ont mis Ian Smith dehors, c'était une histoire horrible. Mais quand je suis arrivé à une centaine de kilomètres entre Maun, que j'appelle dans le nord-est de Botswana, et les puits de Victoria, tout était protégé. J'ai compris, c'était question de flics. Donc il y avait l'armée de Zimbabwe, il y avait la police. C'est eux qui nous protégeaient. Tu parles avec ton accent sud-africain, on s'en fout. Ouais. Oui, c'est vrai, ça prouve, c'est l'hypocrisie de tous ces trucs de racisme. Ils avaient raison, râler contre les Sud-Africains, des sales racistes, mais quand tu venais avec ton fric, c'est le grand raciste. Donc, tout ça, c'est hypocrite. Et pour les gens qui travaillaient pauvres, moi, j'ai acheté le truc, les petites cachets, ils étaient contents, ils s'en foutaient de mon accent. Si je donnais du fric, l'économie ne marchait pas bien. Et puis, ça a été très gentil, ça a bien réussi. Que les Botswanais allaient en Zululand. Oh, c'était fantastique. C'est le champ de temps, je vous racontais l'histoire sud-africaine. Avec ça, on était dans des parcs où tu ne sortais pas la nuit à cause des animaux. Non, je ne plaisante pas, des animaux sauvages. C'était que là, tu es là. Donc, je me trouvais enfermé avec cette belle jeune femme dans une chambre où on ne pouvait pas sortir. Donc, je m'en plaignais pas. Pour parler poliment, comme ça, on a pu mieux se connaître. Mais on s'entendait très bien. Et donc, mais j'étais végétarien depuis des années déjà. Elle me trouvait bizarre. J'étais pas stupide, je ne prêchais pas une religion, j'étais pas un fou fanatique. J'étais normal autrement. Et donc, je lui ai raconté mon histoire indienne, à laquelle j'étais retourné, j'étais plusieurs fois. Et je lui ai dit, je vais même écrire un roman. Ah bon? Tu me montres ça? Et ma chance inouïe, on rentre à Paris, et elle, je lui donne le manuscrit. Et 2 semaines plus tard, elle me téléphone, parce que je n'aurais pas souvent. Je savais, parce qu'on s'entendait bien en Afrique australe, mais je n'étais pas, pour elle, son amant, hein. J'étais plutôt exotique. J'étais pas érotique, j'étais exotique. Même les femmes, elles font ces distinguo. Ouais, comme ça, on s'entendait bien. Et elle m'a dit, j'aime ce que tu as écrit, c'est vachement bien. Je connais pas l'histoire de France, c'est très bien ton histoire française, c'est très bonne. Et en plus, quand tu as réussi à transformer ça comme ça, ton message, et donc elle a fait 12 éditeurs. Elle a fini avec Pierre Belfond, un restaurant argent, le son d'argent, peut-être le plus cher. Il m'a été très mignonne avec. Et elle m'a expliqué, et je lui ai dit, oui, on est là pour ça. Et il dit, bon, d'accord, ça, on est là. Donc, c'était mignon, elle était cultivée, donc pour un gars comme Pierre. Tu vois, et après, je peux pas dire, moi, quand j'étais chez elle, ça, c'était là. Tu vois, donc, apparemment, elle avait. Mais ce qui était bien, il a dit, non, moi, je ne fais pas, tu vois ça avec ma fille. Sa fille, c'était Florence Belfond, qui était éditrice. Et donc, dans le 6e arrondissement parisien, j'étais invité dans un café après-midi. C'est normal, les grands éditeurs reçoivent les auteurs dans des cafés. Mais ça s'est très bien passé avec elle. Elle était prête à signer tout ça. Mais
Florence ne voulait pas de Sylvie, je ne donne pas le nom. Mais Sylvie avait réussi ça avec le père de Florence. Connaissant Sylvie, je soupçonne qu'elle avait aussi des relations plus qu'amicales, pas que, parce que j'ai vu d'autres. Sylvie savait ce qu'elle voulait. C'était pas une romantique, c'était oui, des femmes. Non, non. Et donc, Florence m'a dit, ton livre, c'était bien gentil comme ça, mais mon mari est hollandais, il était en Inde. Tu vas voir d'abord avec mon mari. Et donc, j'ai vu avec son mari, j'ai rencontré, il m'a dit, mais d'où tu viens? Et quand il était au même endroit, le même ashram que moi, il connaissait les mêmes, et il avait des mêmes penchants, et il a lu le truc, c'était lui qui il a dit à Florence, sur le plan mystique, si on dit ça, c'est exactement ça. C'est très malin comme il a réussi à changer ça en conte de chevalerie, mais les règles, tout ça, c'est vraiment, c'est ça. Donc Florence dit, je vais le faire, mais je ne veux pas de Sylvie. Donc, deux femmes qui... Donc j'étais coincé entre deux, jamais ensemble. Alors après, c'était soit j'étais avec Sylvie, soit j'étais avec Florence. Pour négocier ça à l'époque, j'habitais la Suisse, parce que comme je dis, j'étais... En même temps, j'ai eu de la chance, et j'étais soi-disant fort en maths de l'époque. Maintenant, ça ne marche plus depuis longtemps. Mais à l'époque, c'était bon. Donc, c'était encore avec Tandem Computer San Francisco, parce qu'ils l'ont déjà envoyé au Canada. Après, grâce à eux, j'ai pu trouver cet autre poste en Suisse. Donc, tant mieux. Et donc, je revenais, j'ai vécu 2 ans et demi en Suisse, donc je suis rentré en France. Et j'ai négocié avec Florence m'a dit, je ne veux pas parler avec Sylvie. Toi, tu t'arranges pour qu'elle soit plus dans le coup. Sylvie, bah, t'es correcte, hein. Elle m'a dit, je veux bien me retirer de ça, mais je veux 20 000 francs. Non, mais c'était normal. Je suis un grand éditeur, et donc j'ai parlé avec euh, Florence, et elle m'a dit, c'est un peu cher, mais normalement, selon les règles de l'édition en France, si tu lui donnes 15 000, ça suffirait. Elle peut faire la gueule, mais moi j'ai déjà eu la sagesse de tout ce que j'ai appris en Inde, tout ça. Donc j'ai parlé avec l'homme qui a écrit mon préface, qui était dans le coup de l'Aïtien. Je lui dis, je pense, elle veut 20 000, et j'avais du fric. À l'époque, j'avais du fric. Donc, moi, je suis pas 5 000 prêt, hein. Donc j'ai dit d'accord à Sylvie. Elle dit d'accord, on a signé les contrats qu'elle est montée avec Florence. Florence m'a dit, tu es généreux, mais Florence n'a pas tout saisi, mais son mari s'est dit, non, laisse faire. Donc j'ai payé 20 000. Mais pas tout de suite, j'ai dit, je te paye les 20 000 dès que le roman sort. Il fallait que Sylvie écrit le truc en disant, elle désiste pour cette somme-là. Et donc, comme ça, c'est légalement, elle ne pouvait pas demander plus. Et donc, Florence Pelfond dit, d'accord, je sors ton roman. Elle a sorti le roman. Elle a envoyé même 20 exemplaires à Sylvie. C'est parce que ça, c'est pas, il y a des règles dans le monde de l'édition. Surtout au niveau, c'est pas des petits bricolages. Et Florence était la fille du plus grand éditeur en France à l'époque. Elle avait fait un tas de choses. Donc, il ne fallait pas qu'on compromette ces trucs. Et les questions d'argent, c'était pas avec elle, c'était avec moi et Sylvie. J'ai payé, Sylvie a touché ses 20 exemplaires, Sylvie était très contente, et là, ça a eu un succès. Parce qu'il y a des gens, les Français ne sont pas comme les Sud-Africains, il y a beaucoup de cultivés en France. Le sujet de Cheval à la fleur, c'était vraiment la France du XIVe siècle. Donc, je suis retourné à la Sorbonne, ils ont bien aimé, dit, on ne peut pas mettre ça dans notre université parce que c'est de la fiction. Tout ce qu'on peut faire, et ce qu'on fera bien, c'est dire que ça tient. Sur le plan, tu as bien décrit la France du XIVe siècle. Comme je dis, au point même de ne pas mettre dans des festivités, mais même pas, quelqu'un voulait faire un truc avec des tomates. Je dis non, non, pas de tomates. Ah bon? Oui, mais il n'y avait pas de tomates en France à l'époque. J'étais très soigneux. Et donc, ça a eu un grand succès, ce plan-là. Et à tel point que le retour, c'est Florence m'a dit, mais non, il y a des lecteurs qui réclament la suite. Parce que tu as décrit un chevalier, un cerf qui arrive ça. Il faut qu'il revienne pour passer, surtout les femmes adorent ton roman. Je dis non, on ne peut pas revenir parce que c'est contre les enseignements des mystiques. Tu quittes la bulle espace-temps. Il n'est pas une question de revenir.
tout cet enseignement, ce n'est pas améliorer le monde, non. Il n'y a qu'une chose à faire, améliorer toi-même. Si tu fais ça correctement, c'est pour le bien-être des restes humains, mais toi, tu disparais, tu ne reviens pas, tu n'as plus besoin de revenir. Donc, j'ai quand même écrit la suite, euh, pour une femme, orientée pour une femme, une belle histoire, parce que c'est, euh, c'était Ixia qui était amoureuse de garçon, mais il ne revient plus. Donc, elle se marie avec le grand cavalier, qui était le grand succès, qui était l'ennemi de. Ouais, mais c'est une histoire qui tient. Et sur le plan philosophique, ça tient. Et ensuite, il fallait faire des choses dans les règles. Donc, je fais une trilogie. Donc, avant de quitter le monde, Gaston, il est obligé de faire le dernier passage, mais il ne se marie pas. Et donc, il est en guerre avec, forcément, ce fameux chevalier qui n'aimait pas la branche. Et donc, puisqu'il ne l'aimait pas, c'est le chevalier qui n'aimait pas, qui prend le relais et qui devient aussi un disciple mystique. Mais dans le cas, c'est un chevalier pour ce châtelain bizarre. Et donc finalement, il devient aussi, donc lui qui était méchant, arrogant, tu vois, il fait la guerre. Et je décris la guerre de 100 ans quand les Français sont allés en Angleterre. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Lui faisait partie de ce truc-là. Et il est très courageux. Et finalement, il adopte ce chemin, mais il faut mourir pour partir de l'autre côté. Bon, il fait prisonnier des Anglais. Bon, si tu connais l'histoire de la. Parce que la France, c'était. La France, la Normandie, c'était Mm. donc, ils étaient francophones, ces Anglais-là. C'est pour ça. Et donc, je mélange tout ça, mais je respecte l'histoire. Et donc, la trilogie marche comme ça. À la fin de la trilogie, on a trouvé un droit, il a fait le premier truc parce qu'il était bien, après, mais il est un peu farfelu. Et donc, ça a tout bloqué. Donc, ça, ça, j'ai écrit en anglais. Parce que l'original, j'ai écrit en français. Et là, le gars qui a écrit c'est un vrai conte, le préface, c'est Pierre de Poyard, un conte du 7e arrondissement. Bon, c'était Église sur là. Et lui, il m'a dit, mais le français, il fallait le corriger un peu, hein, français bon. Et je dirais la phrase la plus forte qui a été changée, quand mon chevalier a dit, ça m'est égal, cette phrase était transformée, peu manchot. Peu, bon chose. Et ça ouais, donc il y a des trucs comme ça, mon français. Et donc, mon français est bon. C'était pas mon, je l'ai écrit en français, mais il était corrigé. Mais pour la suite, j'ai tout traduit, et là, tout est en anglais. La trilogie. Je n'ai jamais été un héros, mais j'ai vécu des choses comme vous, mais j'étais dans des pays d'exception, des pays en guerre. Même quand j'étais en Inde, il fallait partir parce que j'étais à côté de Pakistan à l'époque. C'était la première fois, c'était en 71. Il y avait la guerre de West Pakistan, East Pakistan, les Indiens ont mis l'armée là-bas, sur la frontière de l'Ouest. Moi, j'étais là. Et la bataille qu'ils ont fait, c'était dans l'autre côté qui est devenu. Mais moi, j'étais obligé de partir. Pas parce que c'était moi, mais disons, vous les Occidentaux, vous partez. C'était très militarisé. Donc ça, c'était pas très existant. Mais dans ce que j'ai vécu, dans des petites circonstances, comme ça, bon, comme tout le monde, on vit tous les. Et pour moi, chaque fois, j'ai interprété de cette manière-là. J'aurais dû être tué plus d'une fois, comme beaucoup de gens. Mon père m'a parlé très peu de la guerre, il a fait la guerre. C'est qu'il était, pas dans la religion, mais il a vécu des choses sur ce bateau. Il y a des gens à côté de lui qui étaient tués avec des Allemands, que lui, il a survécu. Donc ça, c'était l'histoire courante de la guerre. Tu vois, des trucs comme ça. Il a même obtenu des médailles, comme beaucoup de gens qui ont fait des choses. Il était même un médailleur de la France. Mais c'est pas bon d'être le fils d'un héros de guerre, hein, avec des médailles, parce que lui, toi, heureusement, ma mère, c'était la douceur, fait des bisous aux petits enfants. Mais avec mon père, quand j'ai fait l'armée, c'était comme à la maison. C'était mon gras. C'était, bon, voilà, en gros, je peux raconter beaucoup plus. Mais j'ai vécu des choses. Je vois, ça fait. D'accord, c'est bon, mais je crois que j'ai dit l'essentiel.